Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session Java où on va parler d'applications en ligne de commande et plus précisément de partage d'applications. Alors rapidement, je me présente, je m'appelle Pierre-Yves, je fais du dev Java depuis une quinzaine d'années. J'ai beaucoup travaillé sur Linux et Unix, ce qui m'a naturellement amené à faire du bash, du scripting, pas seulement, mais beaucoup. Et je travaille chez Octo Technologies. Le besoin qu'on a identifié aujourd'hui, c'est le besoin d'une équipe qui a découvert un nouveau dev qu'il faut faire assez rapidement, pas planifié. On voit rapidement qu'on va pouvoir le faire avec une ligne de commande d'une part et que d'autre part, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de code. Ce qu'on voudrait, c'est que cette ligne de commande puisse être partagée avec les développeurs, qu'ils se l'approprient assez vite, qu'ils la testent et qu'on ait du retour, un feedback assez vite et une boucle de feedback rapide. Le but, c'est d'aller assez vite. À quel type d'application on pense? Beaucoup aux applications pour les techs. Il y a un exemple que je donne dans le talk après, qui est une génération de données de code, de données de test pour une table dans la base de données. Ça peut être aussi des applications pour la CI. On pourrait imaginer une application qui vérifie que votre pull request de mise en production des applications ne va pas downgrade l'application. J'y ai pensé après parce que c'est arrivé une fois ça. Comment on peut adresser le besoin si on veut aller vite? Quand on a fait du scripting, on va assez rapidement penser au scripting. Dans le scripting, il n'y a pas de compilation. Le code source est directement interprété. Nous, ça va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il est interprété, il est livré. S'il est livré, il va donc être modifiable. Si on fait du scripting en Java, vous avez sûrement le nom d'un outil sur le bout de la langue qui a fait parler de lui la semaine dernière, c'est JBang. On peut effectivement faire du scripting en Java. J'ai moi-même utilisé un moment, même contribué sur certains sujets. Nous, on ne va pas forcément l'utiliser ici. Pourquoi? Parce que pour utiliser JBang, il faut l'avoir sur la machine cible. Sur des gros projets où les machines sont provisionnées par les ops, vous n'aurez pas forcément la main d'installer ce que vous voulez comme vous le faites en dev. Donc aujourd'hui, quand on est au JDK, on va voir comment on peut faire sur le JDK. Si on revient à Java 8, pour lancer un programme en Java 8, il fallait obtenir une classe, donc un fichier .class, c'est-à-dire du bytecode. L'interpréteur Java comprend le bytecode. Pour obtenir du bytecode, on invoque le compilateur Java qui va nous générer cette classe. Donc ici, on a deux étapes, la compilation, ensuite on a l'exécution de ce bytecode. On n'est pas dans le scripting. Si on arrive à Java 11, l'interpréteur Java a ajouté une nouvelle façon de lancer du code, non plus depuis une classe, qu'elle soit dans un jar ou pas, mais directement depuis un code source. Donc ici, on lance une classe Hello, on lui passe des paramètres, et c'est l'interpréteur Java qui se charge de compiler en mémoire avant de faire l'exécution. Donc on n'a pas appelé du tout cet interpréteur Java explicitement nous-mêmes, et là on peut parler de scripting. Quand on parle de scripting sous Unix et sous Linux, ce qu'on aime bien faire, c'est des shebang files. Les shebang files, c'est quoi? On va prendre notre fichier hello.java, on va enlever l'extension, on va donner les droits d'exécution et on lui met cette première ligne en bleu qui, globalement, va lui dire ce programme, c'est du Java, c'est l'interpréteur Java qui le comprend et ça va s'exécuter comme un script bash ou un script Python. On va avoir un petit souci avec ça. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit qu'on avait supprimé l'extension Java. Si on supprime l'extension du fichier Java, on ne va probablement pas pouvoir l'éditer dans IntelliJ ou dans Visual Studio Code. Il n'y a aucune raison de comprendre que c'est du Java. Le deuxième souci qu'on va avoir, c'est que la première ligne, elle n'est pas valide en Java. Quand on fait du bash et du Python, ce n'est pas un hasard si le dièse, c'est un commentaire, un début de ligne en commentaire, et donc ça n'est pas interprété. Donc à ce stade-là, on peut avoir la tentation de dire on va le renommer hello.java. Nos éditeurs IntelliJ, consorts seront contents. Donc on peut essayer ça. Si on essaye ça, on obtient une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que le compilateur Java, il va compiler tout le programme, y compris la première ligne qui contient le shebang, et il n'est pas content. Pourquoi avant, il ne faisait pas ça?
en fait, il se base sur le suffixe du fichier. Si le fichier s'appelle hello, il va zapper la première ligne qui est le shebang. S'il s'appelle hello.java, il ne zappe pas. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a vu jusque-là, on a un script qui se lance dans le terminal, on sait le lancer de plusieurs façons. On se doute que pour l'éditer, ça va être compliqué si on veut que l'IDE nous fasse de la coloration syntaxique, etc., ce qu'on n'a pas l'habitude de se passer maintenant. Donc on voudrait obtenir les deux, avoir quelque chose qui se lance et quelque chose qui compile dans notre éditeur. En fait, il y a une façon différente de lancer les programmes sous Unix que le shebang. La première ligne que vous voyez ici, qui commence par 2 slash suivi du chemin complet de la ligne de commande, ça n'est pas un shebang, c'est simplement une instruction qu'on passe au système d'exploitation. Il va run l'instruction qui se termine par un exit. L'exit a son importance. Sinon, il va processer tout le reste du programme et globalement, Bash va essayer de comprendre du Java. Et évidemment, il ne va pas aimer. Donc cette syntaxe, pour ceux qui connaissent JBang, c'est la façon de lancer un programme en JBang. Il y a une ligne comme ça, à la place de user bin Java, il y a JBang, il fait usage de ça. Si on lance ça, ça fonctionne parfaitement. Et là, on a réussi à lancer un programme directement depuis notre terminal qui a le suffixe Java. Une fois qu'on a fait ça, on peut écrire un programme qui génère des données de test. Donc ici, on voit que sur la première ligne, on a ajouté dans le class pass les dépendances qui nous sont nécessaires. On a common lang, ce n'est pas très important ici. Ici, on utilise pico.cli pour avoir une ligne de commande dans laquelle on définit les paramètres qui sont sur la ligne de commande. Et puis, il y a tout un jeu d'annotation qui fait qu'on ne parse pas du tout la ligne de commande. Et ce qui est important ici, c'est qu'on a une première classe GenerateData et des classes internes. Donc on ne les voit pas toutes, mais on voit à la fin record, tab data, tab definition. Donc tout est dans le même source. Si on lance ça en prenant un createtable.sql, on va aller parser c'est quoi les types et on génère du SQL qu'on pourra mettre dans Postgre. Donc là, on a bien lancé le source Java en lui donnant les droits d'exécution. On l'a lancé comme si c'était un shell. On a parlé de partager les applications. Là, on a un programme Java et des librairies. Si on veut se les partager en équipe, on va forcément être obligé de trouver un format d'échange. Donc, on peut utiliser un zip dans lequel on va livrer plusieurs choses, donc le source, les librairies qui sont nécessaires, un shell de lancement. Pourquoi on va avoir un shell de lancement? C'est précisément pour trouver les librairies. Quand on lance le .java, on suppose que les librairies, elles sont dans un répertoire libre relativement au .java. Si on veut pouvoir lancer ça depuis n'importe où, on est obligé de définir l'application directory pour trouver ces librairies sur le file system. Comment on peut faire pour packager l'application? Une façon très simple de le faire, c'est d'utiliser un makefile. Si vous avez déjà utilisé les makefiles avec quelques commandes Unix, là je crois qu'il y en a 4 ou 5, et il y a tout sur l'écran, ça suffit pour créer le zip, aller recopier les sources Java, les librairies et le shell de lancement. Alors il y a une chose qu'on ne voit pas sur ce slide, c'est les librairies, on recopie les librairies. Vous devez vous imaginer comment on fait pour avoir les librairies sur notre file system. Effectivement, dans ce mode-là, on est allé les chercher, on les gère nous-mêmes. Si on ne veut pas faire ça, on peut faire le même zip, mais dans ce cas, on va aller utiliser Gradle et on lui dit de packager les sources, le shell de lancement, et pour les librairies, on lui dit de le résoudre nous-mêmes, mais on ne lui fait pas faire de compilation, simplement il va nous fabriquer ce zip exactement comme on avait dans le makefile. Une fois qu'on a fait ça, si on installe notre application, on dézip dans un répertoire ici qui s'appelle Install Apps, on va juste changer le pass pour que l'application soit accessible sans invoquer le chemin complet si on n'a pas envie. Et du coup, le shell va lancer le programme Java et ça s'exécute exactement comme en mode dev tout à l'heure. Alors pourquoi choisir cette approche un peu spéciale? On a notre code source, il va être accessible, il va être modifiable. Quand vous allez donner votre application à quelqu'un d'une autre équipe ou de la même équipe, quand il va commencer à tester, il pourra faire des modifs déjà dans son source Java sans que vous ayez entre deux relivraisons.
Le packaging, il est assez simple. Ici, on a fait un makefile, on aurait pu faire un taskfile. Il y a d'ailleurs une conf, je crois, à Devox là-dessus. Voilà, à laquelle je vais assister parce que j'ai découvert ça récemment. Et l'autre avantage, c'est qu'on ne dépend pas du JDK. Donc on peut aller sur une machine ou un container sans aller installer quoi que ce soit. Il y a quelques limitations dans ce qui est présenté jusque-là. C'est quand on utilise la JEP 330, si vous vous souvenez, elle s'appelle single file. Elle suppose que tout le code source soit dans le même source, ce qui est quand même un peu embêtant. Ça n'empêche pas de déclarer plusieurs classes dans ce source et des inner classes, mais tout est dans le même source. Pour pallier à ça, Java 22 a la petite sœur, la JEP 458, qui fait la même chose, mais qui va aller chercher toutes les classes Java dont dépend votre source initiale, votre main que vous allez invoquer. Il va aller chercher, suivant toujours la nomenclature des packages. Et donc avec Java 22, on peut faire ça. Sur les dépendances, on l'a vu, on peut demander à Gradle, si on est on n'aime pas trop les makefiles, on peut aller demander à Gradle de le faire pour nous. Il y a un troisième inconvénient pour lequel moi j'ai pas trouvé jusque-là de solution, c'est que le code source il est compilé à chaque fois parce qu'en fait c'est l'interpréteur Java qui va appeler le compiler, en fait pas la commande JavaC, mais il appelle les API du compilateur. Et ça, il le fait, on n'a pas trop la main pour lui dire tu vas cacher quelque chose ou pas le refaire. Là-dessus, j'ai pas trouvé. Il y a peut-être des choses, mais j'ai pas trouvé. Si vous avez envie d'essayer l'approche, vous pouvez scanner le QR code. Dessus, il y a les exemples du talk. J'ai fait des templates aussi GitHub que vous pouvez utiliser pour faire juste un petit programme et ça donne tout. Il n'y a plus qu'à mettre votre code à la place. Donc avec soit Make, soit avec Gradle. Les slides, oui, j'ai mis bientôt, effectivement. Je voulais les push tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Ça va être bientôt fait. Alors, les alternatives, en fait, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on va livrer une application Java avec du code compilé, soit sous forme de bytecode, soit sous forme de code natif. Donc ça, c'est assez classique. Et j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu, ce qui est complètement inespéré. En général, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup de votre attention et je vais pouvoir prendre des questions. C'est le truc de base. Alors en fait, JBang, lui, il gère ce cas-là quand même. C'est-à-dire qu'il a un cache, il a des checksums. Je crois qu'il recompile, si tu fais touch juste d'un fichier, il va le faire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, on ne voit pas tout l'exemple, mais là, pour juste une table SQL, j'ai 240 lignes de code, je crois. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas très coûteux. Et sinon, je pensais amener des ref cards. Chez Octo, on fait pas mal de publications. Donc sur octo.com/publication, moyennant que vous mettiez votre email et le nom de votre entreprise, vous pouvez télécharger tout un tas de ref cards en PDF. Donc historiquement, il y en avait beaucoup sur les API. Dernièrement, il y en a eu sur le no-code. Et il y a aussi tout un tas de bouquins, culture code, culture test, dont il y avait un des représentants tout à l'heure qui est parti. Donc n'hésitez pas à venir. Plus de questions? Merci à vous.